17-18 ans, je travaillais chez moi avec mon père. Le principal, c'était de trouver à manger. Donc, les moments de liberté, je les passais au jardin avec mon père ou sur la plaine des Manœuvres en cherchant à manger pour les lapins ou m'amuser, ce que je ne ratais pas. J'avais des camarades, beaucoup de camarades, des camarades féminins et on passait son temps. J'ai eu 18 ans au mois de novembre et j'ai pris le train le 2 février. Nous avons reçu notre convocation tous les trois, mon père, mon frère et moi. Mon père était suffisamment âgé et père de famille. Mon frère travaillait pour les Allemands chez Murat. Donc j'ai dû me présenter à la Werbestel et j'ai été pris tout de suite. Si c'est vrai, je l'ai évité à un autre, ça me fait plaisir. C'était dur, mais plus facile par rapport à certains. J'étais dans un village en pleine forêt. Il n'y avait pas grande animation, mais ce qui était le plus désagréable, c'est la présence de barrages qui risquaient par bombardement de nous inonder, de nous noyer. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au barrage de la Mellezay, je crois que c'est la Mellezay. Il y a eu beaucoup de victimes. Chez nous, ils l'ont bombardé, mais comme c'était un barrage de terre, la bombe a juste fait un trou dans la terre, tandis que l'autre était un barrage en béton. Le béton était tout disloqué et tout est parti. C'était à Sundern. Une ville d'à côté, c'était Ansberg. C'est tout ce que je connais. Enfin, je suis passé par Dortmund, et Dortmund, Ansberg, il y a un village qui dépendait d'Ansberg. Ouais, on y vivait en baraque, non? Juste à côté de nous, c'était une baraque hollandaise, puis il y avait une française, il y avait des Polonais, il y avait des Tchèques. On formait tout un camp, quoi. On en sortait quand même. On en sortait. Je ne connaissais pas l'allemand, mais malgré tout, j'étais le dolmetsch, l'interprète de ma baraque. Et quand le chef avait quelque chose à dire, c'était à moi qui s'adressait et je devais tirer mon plan. J'avais aucune responsabilité. Je communiquais simplement ce que le chef disait. Les Hollandais parlaient beaucoup plus l'allemand que nous. Alors, en cas de besoin, on allait chercher un Hollandais. J'ai connu des gens, des Français, des Allemands, des Russes. J'en ai connu à peu près tous les pays, de beaucoup de pays, des Polonais. J'ai même été étonné parce que ma mère me traitait parfois de Polac quand j'étais déguenillé ou je n'avais pas beaucoup envie de m'habiller. Donc ma mère me traitait de Polac. Et quand j'ai vu les Polacs, qui étaient vraiment des Polacs, un Polac, c'était un type déguenillé, un par-dessus qui lui descendait jusqu'aux pieds, un chapeau mis de travers et mal habillé, plutôt sale. Foutait carrément de leur position. J'étais avec des Namurois et des Carolingiens. Ils se faisaient des tatouages, ce que je n'ai jamais voulu accepter. Et il y en avait un il avait enlevé son pantalon, il était agenouillé, son derrière bien à l'air, et on avait dessiné un chat qui s'apprêtait à attraper une souris, et cette souris lui rentrait dans le derrière. C'était vraiment marrant. Il existe à ce moment-là une solidarité entre les gens, et on prend plaisir avec rien. Quand on faisait du temps libre, on allait soit se promener un peu dans les bois, mais on n'en avait pas beaucoup, puisqu'on faisait une semaine de jour, une semaine de nuit, et la semaine de nuit était de 7h à 7h, de 7h à 7h. Donc on se reposait surtout, et on traînait un peu dans les bois, et ou bien on allait boire des pintes.
C'était un samedi soir, on avait été au cinéma et on s'est fait houspiller par des Allemands, des jeunes Allemands. Et ils se sont trouvés aidés par des jeunes marins. On a bagarré. On est allé à la fabrique de papier hygiénique. On a trouvé là des stocks de bâtons qui étaient prêts pour être transformés. Et on est revenu dans le centre du village avec les bâtons. Et naturellement, il y a un Allemand qui a perdu sa baïonnette, et ben je l'ai ramassé. C'est Dominique qui s'est occupé de la vente. Évidemment, Dominique, il ramassait tout. Ben oui, c'était une belle baïonnette allemande. Je suis allé nager dans le barrage et il y a eu alerte. Au moment de l'alerte, il y avait des ballons de barrage qui montaient. Et on a vu la naissance de la fumée artificielle qui faisait aussi des barrages. Et ce nuage artificiel nous a provoqué une masse de clous, de furoncles. Celui-là m'a provoqué une glande en dessous du bras et il a fallu que je sois opéré. Donc j'étais un jour au matin chez le médecin. Comme il n'y avait personne, c'est le garde, il y avait les prisonniers russes qui étaient aussi pour passer la visite. Et il y avait une sentinelle, évidemment. Comme le docteur n'avait personne pour me tenir, il a appelé la sentinelle. Le bonhomme a mis son fusil contre la table d'opération. Et il m'a tenu. On m'a coupé dedans. Et puis après, il m'a mis un pansement et il m'a dit, vous pouvez retourner au lag. Quand je suis rentré dans l'usine et on m'a désigné un poste. On a demandé s'il n'avait pas de tourneur ou soudeur dans la bande. Et je me suis déclaré. D'abord, j'avais dit tourneur, puisqu'il y avait un tour chez moi, je savais tourner. Et puis j'ai réfléchi qu'il faisait froid. J'ai dit tourneur à froid, il ne bouge jamais. Et je préfère soudeur, j'aurai au moins un chalumeau, une chaleur pour me réchauffer. Et je ne regrette pas d'avoir choisi soudeur. Des radiateurs, c'est le même qu'un radiateur de voiture, mais c'était certainement des moteurs de sous-marins, pour des moteurs de sous-marins ou bien des moteurs de gros camions, probablement, je ne l'ai jamais vu. Souder des mines, les mines qui constituaient un cylindre d'environ 15 cm de diamètre, 15-20 cm quand même, et alors on devait souder la plaque au-dessus. Il y avait le fond, il fallait souder le fond sur un cercle de tôle et le dessus qui, lui, avait des percuteurs, à peu près des diamètres, qui étaient fabriqués à l'usine sur des tours. Le tout, c'était d'en sortir. Je passais à manger parce que ça manquait légèrement. Disons que j'avais souvent faim, surtout que quand on faisait la nuit, on nous donnait on allait dîner à midi, on soupait vers 8 heures le soir, et on nous donnait notre déjeuner pour le lendemain. Et quand on faisait la nuit, c'était notre journée du lendemain qui nous permettait de passer la nuit. Et alors, comme on n'avait pas suffisamment à manger pour le souper, on mangeait notre pain, et le lendemain, on n'avait rien pour le déjeuner. Donc la faim venait surtout vers 11h midi, qu'on n'avait pas eu à manger depuis la veille. Je n'ai jamais su ce que c'était, et on avait ça samedi, présenté comme un gros pâté noir. Et on nous coupait ça en tranches. On avait ça pour souper, et comme il restait toujours, on retournait avec au camp. Je n'ai jamais su ce que c'était. C'était noir, on ne peut pas dire que c'était mauvais, mais je n'étais pas fendant. On aurait mangé n'importe quoi. On échangeait avec les Belges d'abord, les Hollandais, les Français aussi. Plus difficilement avec les Hollandais. Mais avec les Français, ça allait. Et j'ai réussi une fois, bêtement, j'étais défoutu. J'étais moral à plat, tout à fait. Et un Allemand
On était 7 tables. J'avais une table pivotante pour mettre ma pièce. On était 7 comme ça, en affilée. Et un Allemand qui était tout au bout de la chaîne l'a vu que j'étais démoralisé. Et il s'est levé, il est arrivé, il m'a déposé un paquet sur ma table. Des tartines. Et alors, un petit peu en colère, que je dépendais, que ça m'a choqué. Quand je suis retourné au camp, je suis revenu avec un petit paquet de tabac du bourreau que je lui ai mis de la même façon sur sa table. Et à partir de ce moment-là, il est venu me trouver, il m'a dit que pour un petit paquet de Duvrot, quand on faisait la nuit, ben j'avais comme lui. Ils avaient des petits bols, et j'en avais un comme lui, qui avait de la soupe ou bien qui avait du rata. Là, je me suis trouvé bien pendant un moment, tant que j'avais du tabac. Ben, ça a duré quelques mois, 2 mois certainement. On avait chacun notre tour à aller à la gare. Moi j'étais avec l'Allemand qui était avec moi, Hermann, qui était à côté de moi. Et à un moment donné, le type me disait, allez, viens, on s'en va à la gare. Alors là, on déchargeait soit un wagon de charbon, soit un wagon comment je vais dire, de pièces, soit un wagon de fer, c'est ce qui se présentait. Et une fois, ainsi, l'Allemand m'a dit d'aller chercher une tôle pour passer du wagon au camion. Il m'a dit d'aller chercher une tôle, je suis parti chercher une tôle, sans savoir. J'ai voulu remettre la tôle en place, j'entendais gueuler derrière moi. Je me suis retourné, je me suis mis à rire, le type du même coup m'a donné un coup de poing, ici. Et je lui ai laissé, c'est-à-dire que quand il gueulait, je lui ai laissé tomber la tôle et il l'a eu sur le bout des pieds. Ce qui l'a fâché, il m'a donné un coup de poing. Ici, c'est ce qui m'a cassé les dents d'en bas. Et puis je suis reparti au poste. Un an et demi, 2 ans, pas loin. Je suis revenu au mois de mai, juin, j'étais parti au mois de février, donc une bonne année et demie, quoi. On était jeunes, bon, j'avais 18 ans. Et alors il y avait des femmes allemandes, des Russes, là, comme des Polacs, mais il y en a d'autres qui étaient bien. Alors naturellement, il est arrivé une liaison entre deux. Non, c'était pas facile. D'ailleurs, on faisait parfois des rendez-vous à le four, 11 heures, et voilà. Un souvenir comme ça, quand j'étais là et que j'allais au charbon, par exemple, quand je rentrais le soir à l'usine, ben, elle me prenait mon vêtement plein de charbon. Et elle me le rendait le lendemain à 7 h au matin. Donc elle avait fini à 7 h du soir et elle avait passé la nuit, enfin une partie de la nuit pour lessiver c'était une combinaison, un veston et un pantalon. Et elle revenait le lendemain matin avec mon linge propre. On barbouillait en allemand tous les deux. Elle a certainement retenu quelques paroles de français, moi j'ai retenu quelques paroles de russe. Ben, par exemple, Как dila, comment vas-tu? Karacho, ça va? Tous des trucs banals, quoi. Ah, on arrivait à se démerder, à se comprendre malgré tout. Et c'est-à-dire que je suis rentré chez moi, Gérard, Dan, à l'école d'horticulture. Une fois j'étais sur la porte et Gérard est passé et il me dit tiens, t'es revenu et qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ben, je dis je vais faire, je sais pas. Et le lendemain il est revenu chez moi et il m'a dit tu peux venir à Maubray. Donc je suis parti à Maubray.
je suis resté un bon moment parce que j'ai l'impression que mes parents n'avaient un petit peu peur parce que j'étais fort libre. J'allais au coiffeur, j'allais au café du coin et je dansais. J'étais jeune et j'ai l'impression que mon père a eu peur et il a trouvé moyen de me mettre chez sa sœur à la rue des Augustins, donc une rue près de chez nous, à Tournai, où je suis resté jusqu'à la Libération. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé tous mes copains et certains qui avaient changé de copains, étant donné qu'on était absent. J'ai d'abord dormi à, ça doit être Aix-la-Chapelle. Je suis passé par Maastricht. Ça, je me souviens, je suis passé par Maastricht, il faisait noir. Et puis, non, la première nuit, je l'ai passé à Bruxelles, dans le centre de la JOC, de la Jeunesse ouvrière chrétienne. C'était un bâtiment et il laissait là pour les gens de nuit, comme un vagabond, quoi. Et j'avais faim. Et je me souviens, j'avais pas d'argent et j'étais avec un Tournaisien de ma rue qui lui avait un peu d'argent et il y en a un qui est arrivé vendre des poissons, des saurets. Comme j'avais faim, il m'a donné 5 francs pour m'avoir un sauret. Et j'ai mangé un sauret comme ça, cru. Et c'est salé à diable. Alors après, et le lendemain matin, j'ai repris le train à Bruxelles, midi, qui n'était pas encore, c'était pas encore la gare actuelle. J'ai repris le train à Bruxelles midi, je suis revenu jusqu'à Tournai. La première chose à voir de Tournai que j'ai vu, c'était le Sacré-Cœur qui a sur l'église. Non, c'était un train ordinaire. Et pour partir aussi. Alors ma mère avait... Je lui avais dit que j'allais revenir aux environs d'eux. Ma mère passait à l'église des Pères sur le quai. Après, elle venait à la gare. Et je me souviens que quand ma mère m'a vu, elle a dit « Ah mon Dieu, ben le voilà, garçon !» Et j'avais ma valise sur l'épaule et Mimi était avec elle. Petite sœur. Ouais, j'étais maigri. Je ne sais plus... Je ne peux pas dire que j'étais maigri, j'étais un squelette, mais enfin, j'avais bien maigri. Je ne sais pas comment elle a tiré son plan, mais elle m'a trouvé pour me faire un souper au macaroni, tellement j'aimais bien le macaroni. Ah non, ça c'était quand j'étais jeune. Elle a la goutte de lait, comme avant dans les... Comment je vais dire, un service, c'était la goutte de lait. Les mères pouvaient aller avec là, on pesait l'enfant, on regardait s'il n'avait rien, et ils vendaient de la phosphatine, donc ma mère m'achetait de la phosphatine. La guerre 40, hein, il a fait la guerre des 18 jours, hein. Il était soldat en 39. Donc en 40, il a dû partir. Et il était pris dans les colonnes de prisonniers, puis il s'est échappé. Avec son cousin Roger Ergaud. Ah, ici sur la chaussée de René. Entre René et Tournai. C'est ici à côté. Oui, parce que lui, la fin des combats qu'il y a eu, c'était sur la Lys. Okay. Je ne regrette rien. Travailler, étudier. Parce que moi, j'ai dû travailler à 14 ans. Et Charles aussi d'ailleurs. Et on a dû se démerder par la suite. Chez mon père était artisan. Hein. On disposait d'un bel atelier. On avait la soudure, on avait un tour, on avait une foreuse, une forge et tout le bazar. Il ne manquait rien à la maison. Mais on sentait que le père avait besoin de nous. Dès qu'on a eu fini nos secondaires, on est parti à l'atelier, il n'entendait que ça, parce que le père devait parfois prendre un homme pour l'aider. Donc si c'était un de ses enfants, il ne devait pas payer un salaire. Naturellement, on a dû supporter comme les autres la guerre, où le travail manquait. Hein.
J'ai rencontré mamie au bal. Tout de suite après la guerre, on faisait la fête tout partout. Même pendant la bataille des Ardennes, ah, j'étais là, voilà. On dansait au cercle artistique, à Caen, au Pont-Royal. Et c'est au cercle artistique que j'ai connu ma femme, parce que j'étais en Allemagne avec un garçon qui connaissait mamie. Ils travaillaient ensemble dans une fabrique de chaussures rue Saint-Martin. Naturellement, quand on est arrivé en Allemagne, on avait chacun nos occupations. Et lui c'était toujours mamie qu'il lui fallait. Il m'a vu ici avec mamie, il m'a dit laisse-le tranquille chez ta mère. Parce que mamie avait une sœur, j'ai d'abord connu la sœur, Jeanne, et puis la semaine suivante, elle a dit ah mais je vous connais, vous êtes le fameux Germain. J'avais quand la semaine suivante, mamie elle est revenue au bal, et elle a dit ah c'est vous le fameux Germain. Et c'est ainsi que c'est parti. Enfin, j'en ai fait 2 des bagues, que Dominique, comme toujours, il les a retrouvés et il s'en est servi, je ne sais pas pour faire. J'en avais fait 2, en inoxydable. Elle était ronde et le dessus, il y avait une petite plaque, comme ça, quoi. Tout ça en inoxydable. Je faisais ça dans l'atelier du père. Je ne regrette rien, non, je ne regrette rien. Mieux que je ne le croyais. Parce que je dois dire que mes parents ont quand même eu dur. Hein, et parce que ma mère nous disait toujours, surtout ne travaillez pas à votre compte. Mais le samedi, quand vous travaillez dehors, le samedi vous êtes sûr d'être payé. Tandis que nous, on doit attendre que le client paye. Il fallait attaquer en justice, mais ça coûtait. Donc ça aurait coûté plus cher que la valeur du bazar. Alors le samedi, bien souvent, donc on n'allait pas à l'école, et mon père faisait des billets, et m'envoyait chez les gens, donnait des billets pour recevoir. Ouais, parfois il disait j'irai payer. J'irai payer, il y en a qui ne sont pas venus, ça. C'était pas facile à vivre. Un brave type, je ne pouvais pas trouver mieux. Un souvenir de lui, c'était quand il allait voir un match au Racing, il prenait une chaise et il allait se mettre le plus près possible de la barrière et il s'énervait là. Mon père est décédé à 59 ans d'un cancer, et ma mère est décédée à 92 ans. Qu'est-ce qu'il a pu souffrir à l'atelier, je le voyais. Il travaillait et puis à un moment donné, il était là qui tenait sa poitrine et il n'y a rien à faire, il faut que je montre. C'était le docteur Gavreau qui le soignait, un docteur socialiste. Et c'est d'ailleurs pour ça que ta mère est née à la clinique socialiste, parce que quand Gavreau venait pour mon père, il s'occupait de ta mère. Vous êtes gâté, regarde, tu as fini tes études, ta mère te donne encore un coup de main, tu peux vivre toute ta vie, ce que moi je n'aurais pas pu faire. L'hospice, qui se trouve maintenant à Saint-Pierre, c'était l'hospice des vieux. Mon père disait toujours à ma mère, elle ne t'a fait pas, on ira tous les deux sur le banc de l'hospice. Un peu un mouroir, ouais. Ici on a des activités, comme après-midi j'ai gymnastique douce. Et puis, moi, je fais beaucoup mes sudoku, je suis à la catégorie 3. Et la télévision, et je lis, ça va. La Gaule et les conquêtes de Jules César. Je retiens que c'est un guerrier. Kazan Hitler numéro 2. Et alors, comment tu trouves? Très bien. J'étais... Une vraie star. Ah oui, mais mamie, elle m'avait encore appelé hier au soir. Et je lui ai dit, elle m'a dit surtout, il faut mettre la chemise que je t'ai achetée et le pull que je t'ai acheté, mais j'ai pas eu le temps de mettre une chemise.
que j'avais déjà celle-ci, ben je dis on ne le verra pas avec le pull et puis c'est tout. Et il ne parlait pas patois surtout. Il m'a dit. Ça me fait un bien fou de parler d'avant. Ouais. Donc ce qui s'est passé avec son fils, ben, il dit c'est pas un sujet tabou, mais ça m'a fait plaisir. Je sais pas, Monsieur Deron, c'est une petite personnalité à part, je sais pas. Il y a quelque chose qui se crée, mais avec tout le monde. Merci. De rien. Merci beaucoup.